C'est à vous, pour une durée équivalente de temps, sur votre engagement, sur vos principes, ce qui fonde votre action au quotidien. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier l'Institut du monde arabe pour son invitation et les femmes qui sont venues aujourd'hui au débat, puisque ces messieurs ont été remerciés tout à l'heure. Donc moi, j'ai grandi au Maroc, donc ce pays où on a l'impression de vivre dans un pays, on va dire, d'islam modéré. C'est-à-dire qu'on va toujours nous présenter l'exemple de pays où la condition des femmes est encore pire et où on se demande pourquoi on est élevé sans forcément se mettre en colère sur certaines règles de la société qui nous semblent pourtant incongrues. Par exemple, le fait d'être spolié de la moitié de notre héritage, alors même que l'on voit qu'on est maintenant dans des sociétés où les femmes travaillent et donc on pourrait venir à un système équitable de répartition des richesses entre les femmes et les hommes. Et pourtant, je n'ai été sensibilisée à cette question que sur le tard. J'avais tous les éléments, finalement, pour pouvoir me poser des questions et être en colère contre cet état de fait. Et on ne sait pas pourquoi on accepte une idéologie dominante qui nous entoure, qui n'est jamais contestée. Et il m'a fallu beaucoup de temps, et notamment venir en France pour pouvoir ne serait-ce qu'entendre le mot féminisme, et c'est à partir des mots que les idées s'incarnent, et commencer à poursuivre et approfondir cette réflexion. Et alors déjà, féminisme, c'est un concept complexe, mais alors quand on arrive à la question de la libération sexuelle, ça devient encore plus complexe, parce que la sexualité est censée être du domaine du privé, de l'intime, et que le mouvement féministe va interroger finalement et bousculer des questions qu'on pensait intimes, mais qui finalement sont des questions politiques, et notamment la sexualité des femmes et son contrôle est quelque chose d'éminemment politique. Alors ce que j'entendais en France quand j'essayais de parler d'une révolution sexuelle dans le monde arabe, on me disait qu'est-ce que c'est que cette revendication un peu bourgeoise? Franchement, la condition des femmes là-bas est tellement complexe, elles n'ont même pas de droits fondamentaux que leur rapport avec la sexualité et le corps, c'est la dernière page du livre à laquelle s'intéresser. Et je pense aussi que ça découle de vieilles croyances qui finalement opposent le corps à la spiritualité, à la réflexion, et que donc il y a une espèce de mépris du corps, comme si notre existence se fondait que sur des sphères intellectuelles et pas du tout sur l'émancipation qu'on peut avoir et le fait d'habiter confortablement nos propres corps. Or, pour moi, c'est très important, c'est même limite une sorte d'hygiène écologiste de se sentir bien dans notre corps. Et quand on est féministe universaliste, ça veut dire qu'on voudrait que la libération des femmes puisse parcourir toute la planète, comme le disait tout à l'heure Mona. On va aussi se servir de la condition des femmes ailleurs pour nous dire, mais en France, de quoi vous plaignez-vous, quoi? Qu'est-ce que elles veulent encore, les féministes? Regardez ce qui se passerait en Afghanistan, en Égypte, dans le monde arabe. En France, on est bien assez confortable. La preuve que non, c'est que quand on avait fait un moment une campagne qui s'appelait Oser le clito en France, pour montrer justement qu'on ne parle pas assez de sexualité féminine, on ne parle pas assez de libération des femmes, eh ben on nous a renvoyé, franchement, même en France, il y a autre chose à faire, il y a vos inégalités salariales, il y a le fait qu'il n'y ait pas la parité complète. Voilà, donc il y a un étrange tabou sur la question de la sexualité féminine et du corps féminin qui finit par être vécu par les femmes elles-mêmes comme un objet de mépris. C'est-à-dire, finalement, on a intériorisé l'idée que le corps des femmes est l'enjeu d'un ou de l'autre sexisme. Si je veux caricaturer, c'est le voile ou le string. Enfin, on va nous dire, mais oui, mais de toute manière, il y a les femmes qui se voilent, mais après tout, les femmes qui portent des strings et qui se hypersexualisent, c'est aussi une aliénation, c'est aussi du sexisme. Et entre ces deux-là, on ne réfléchit pas sur des éléments d'émancipation de toutes les femmes, quelle que soit leur culture. On nous enferme dans une sexualité qui est perçue comme passive, de toute manière, infantile, avec une idée donnée que finalement la sexualité,
c'est plutôt une affaire d'hommes, une revendication d'hommes, que les femmes, bon, c'est pas la première chose qui les intéresse. Le corps des femmes est représenté partout dans la société, dans les publicités, on se demande pourquoi, pour vendre n'importe quel produit. Dans les kiosques à journaux, la première image avec laquelle on grandit dans l'espace public, c'est une femme à 4 pattes avec des étoiles sur les seins. Et dès qu'on est adolescente, le premier rappel à l'ordre qu'on a, c'est le harcèlement sexiste dans l'espace public, c'est-à-dire quelque chose qui va finir par nous faire croire que notre érotisation est un fardeau. La seule chose que ça nous apporte, c'est que quand on traverse l'espace public, on va se faire siffler, mettre la main au cul, faire traiter de sale pute, etc. Et tout ça nous finit par nous faire intérioriser une image bien négative de nous-mêmes, alors qu'on aurait tout lieu de la positiver. La sexualité féminine est finalement quelque chose de très puissant. On est même les seuls à être équipés du clitoris, qui est le seul organe qui est là pour apporter du plaisir. Un organe qui a 10 000 terminaisons nerveuses contre 4 000 pour le gland masculin, c'est-à-dire qu'on est normalement, on devrait apprécier la chose, on a un peu plus, 2 fois plus de raisons d'apprécier la chose et d'y être sensible. Mais pour maintenir un système patriarcal, c'est effectivement un peu plus pratique de maintenir les femmes dans cette dissociation par rapport à leur propre corps. Parce que l'asservissement du corps et les chaînes intérieures qu'on nous met dans nos têtes est finalement la meilleure arme du système patriarcal. Il ne faut pas oublier que le système patriarcal se fonde d'abord sur les chaînes qu'on nous met par rapport à notre propre corps. Dans la plupart des pays, comment ça s'organise? C'est un homme qui va donner sa sœur à un autre homme, qui va lui donner sa sœur. Ces femmes n'ont pas leur mot à dire sur le nombre d'enfants qu'elles auront, sur la temporalité pour les avoir. Elles n'ont d'ailleurs parfois même pas le droit d'aller voir un médecin sans l'autorisation du mari. Donc elles doivent intérioriser le fait qu'elles ne sont pas chez elles dans leur propre corps. Ces corps appartiennent à un ayant droit masculin. Ça va être le père, en plus après ça va être le mari, puis c'est aussi un peu le grand frère qui a un peu d'autorité sur ce qu'on fait de nos corps et qui a le droit de nous foutre une petite gifle si jamais il nous voit avec une mini-jupe ou avec un autre homme. Donc voilà, on nous mate très tôt à cette dissociation corporelle. Et c'est pour ça que c'est important justement de réhabiliter notre corps et de se dire que l'émancipation passe déjà par la connaissance de soi-même et de son propre corps et de ne plus être soumis en plus à des espèces d'injonctions paradoxales. Pourquoi des injonctions paradoxales? Parce que toute l'éducation des filles finalement se fait autour du corps. C'est nos mamans ou nos grandes sœurs qui vont nous montrer à un moment, quand on va être pubère, comment s'épiler à la cire, comment ça se fait. Il faut être super sexy, mais en fait, il ne faut surtout pas s'intéresser à la chose du sexe. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de dissociation à avoir de la libération spirituelle, intellectuelle et de la libération corporelle finalement. C'est mieux de se sentir mieux au plus grand premier centre où nous habitons pour aborder la vie avec beaucoup plus de confiance et d'émancipation. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire que c'est une question subalterne, la question du rapport au corps, et pourtant c'est les premiers outils de répression. Dans plein de pays, de répression législative envers le droit de coucher entre 2 personnes de même sexe, comme si ça allait bousculer, renverser la société qui est des lesbiennes et des homosexuels. Ça fait descendre tellement de gens dans la rue, même en France, comme disait Mona, contre le mariage pour tous, alors qu'une bonne contre-réforme des retraites qui va toucher les droits sociaux de tout le monde, et il y a beaucoup de moins de gens dans la rue, bizarrement. Bref, il y a aussi une structuration du coup qui va se faire sur cette idéologie que les hommes ont une sexualité irrépressible auquel il faut répondre et que les femmes bourgeoises ou de certains milieux bien ne s'y intéressent pas et de toute façon ont une sexualité réprimée avant le mariage. Et c'est ce qui va aussi être le meilleur argument pour l'organisation du système prostitutionnel. Ben oui, puisque ces messieurs, eux aussi n'ont pas le droit de coucher avant le mariage, mais on sait bien comment sont les hommes, et ben ce sont des pays, paradoxalement, on va voir une grande prolifération des violences faites aux femmes, d'un harcèlement envers les femmes et de l'organisation d'une prostitution pour répondre aux besoins des hommes et qui vont décharger les femmes des milieux bien, des devoirs conjugaux qu'elles n'ont pas envie d'assumer. Je vais finir sur une question un peu plus politique. On l'a vu pendant le printemps arabe, combien le corps des femmes était en jeu.
Même à la Révolution française, hein, les femmes, c'était les premières à marcher contre le palais de Louis XVI, et pourtant la Révolution française ne leur a pas donné les droits fondamentaux qu'elles méritaient, et en premier lieu le droit à la citoyenneté. Et l'histoire se répète. On a vu en Égypte, comme elle a dit, les femmes étaient les premières à descendre à la place Tahrir. Elles avaient en plus la double peine, la peine des viols qu'elles y subissaient, même parfois par leurs propres camarades, la peine des tests de virginité que leur imposait la police. Donc voilà, encore une fois, les premières répressions et le premier argument pour les renvoyer à la maison et leur dire ne sortez surtout pas, le monde extérieur ne vous concerne pas et vous risquez d'y vivre des violences sexuelles, se répéter. Et on a vu, alors qu'elles étaient si nombreuses à descendre et à prendre des risques, aucune femme dans le comité de rédaction de la nouvelle Constitution. Elles ont eu finalement 2 sièges à l'Assemblée constituante, à la première Assemblée constituante. Donc voilà, je pense pour un peu plus actualiser qu'il faut faire attention, les femmes, à garder notre solidarité. Partout dans le monde, on est effectivement soumis aux injonctions du système patriarcal, et que maintenant, la question des corps des femmes devient une question identitaire. C'est-à-dire que, vu la montée des racismes, de l'islamophobie, il y a évidemment une indignation d'ordre antiraciste à avoir, mais encore une fois, ce sont les femmes qui sont prises en otage. C'est-à-dire que pour affirmer leur solidarité avec des musulmans qui peuvent être stigmatisés, on voit une recrudescence des viols, comme si finalement la libération sexuelle des femmes serait une trahison envers leur tribu, leur camp premier, et que donc le premier signe de fidélité à une culture d'origine, ce serait de les essentialiser en disant le monde arabe a une identité qui serait le port du voile, le déni d'une révolution sexuelle. Eh bien, pas du tout. Le voile, vous savez quoi, il existait déjà dans les textes de la Mésopotamie, bien avant les religions monothéistes, et jusque dans les années 50, les femmes partout dans le monde, et même en France, portaient des voilettes. Et donc, c'est un signe politique qui voulait dire déjà dans la Mésopotamie, les femmes ont un espace privé, l'extérieur, c'est l'espace de la cité, du politique, et donc les femmes, quand elles traversent l'espace public, doivent signifier par ce signe extérieur qu'elles traversent un espace qui n'est pas le leur. Et donc, je pense qu'on peut être parfaitement en solidarité, féministe, antiraciste, et pourtant ne jamais être les dindes, finalement, qui sacrifions nos propres droits et nos propres émancipations au service d'autres luttes. On peut être parfaitement féministe, antiraciste, et pour l'émancipation de tout le monde. Je vais m'arrêter là pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette présentation et en tout cas ce rappel de quelques principes fondamentaux qui rappellent que c'est une lutte finalement continue, c'est quelque chose qu'on remet au goût du jour tout le temps, au quotidien.